Bonjour à tous. Du coup, je vais vous présenter donc le travail qu'on a réalisé avec Pierre-François, Yunfei, Ludovic, Eric et Frédéric concernant les erreurs sur le jeu de données CICID 2017 et on va voir aussi quels sont les impacts que ça a sur les détections, les modèles de détection d'intrusion. Donc tout d'abord, je vous présenterai rapidement la détection de l'intrusion et on va rapidement se focaliser sur le jeu de données CICID 2017. Et on va voir donc qu'il y a plusieurs erreurs qui sont présentes et je vous présenterai donc les propositions de correction qu'on a faites. Et enfin, dans un second temps, on a mesuré les impacts que ça a au niveau des performances de détection. Donc tout d'abord, concernant la détection d'intrusion, donc pourquoi on utilise ces systèmes-là? On utilise ces systèmes pour essayer de détecter au plus tôt les attaques et si possible, dans l'idéal, permettre de réagir. Et une question qu'on a souvent, c'est comment on fait pour évaluer ces systèmes de détection d'intrusion. Ici, on se place plus particulièrement dans le cadre des détections d'intrusion réseau, donc les NIDS. Et donc, pour évaluer ces systèmes-là, on a besoin de données. Les données, c'est assez compliqué d'en obtenir parce que obtenir des données réelles, par exemple, ça veut dire du coup capturer le trafic réseau dans un vrai système d'information. Et pour des questions de vie privée ou de confidentialité, c'est compliqué de les récupérer. Et il y a également un deuxième problème qui est l'étiquetage des données, puisque même si on obtient ces données, après, malgré tout, il faut les étiqueter correctement. Et vu la taille des données, ça peut être très fastidieux. Toutefois, on a quand même plusieurs jeux de données qui ont été fournis par la communauté et pour la communauté académique depuis 1998. Et ce qu'on peut voir, c'est que donc là en bas, on a le nombre de citations par jeu de données. On peut voir que CICIDS 2017 est l'un des jeux de données les plus utilisés dans les jeux de données qui sont les plus modernes. Donc c'est ça qui a motivé en fait l'utilisation de ce jeu de données et c'est ça qui nous a fait l'utiliser. Le jeu de données donc qui se présente de la forme suivante, c'est un jeu de données qui comprend le trafic réseau de 5 journées entre environ 15 machines et ça représente donc 50 gigaoctets de données déjà. Les auteurs proposent en fait deux formats des données. Le premier, c'est un format sous forme de capture réseau, donc on a les fichiers PCAP et on a également des fichiers CSV qui contiennent les descriptions des flux réseau. Et ce fichier CSV a été généré par l'outil CIC Flowmeter qui va donc extraire les informations. Et en plus de ça, en fait, le fichier CSV, ils ont ajouté des étiquettes concernant le statut des différents flux réseau. Est-ce que c'est en relation à une attaque ou pas? Est-ce que c'est bénin ou pas? Ce qu'il faut savoir, c'est que en fait, la plupart des gens qui vont utiliser le jeu de données vont uniquement utiliser le fichier CSV qui contient les labels à la fin, sans forcément travailler sur les données, sur les captures réseau brutes. Et c'est peut-être pour ça que les problèmes qu'on a trouvés n'ont pas été relevés avant nous. Donc le point de départ, en fait, c'est qu'on utilisait un détecteur d'intrusion qui était non supervisé, mais peu importe. En fait, l'idée c'est qu'on on mesurait le taux de faux positifs en fonction des différentes journées de la semaine, et ce qu'on a observé, c'est qu'on avait 22% de taux de faux positifs sur la journée du jeudi, et ça semblait vraiment beaucoup par rapport aux autres journées. Donc ce qu'on a décidé, c'est d'aller investiguer un peu plus précisément qu'est-ce qui se passait sur cette journée-là pour comprendre ce taux de faux positif. Et donc c'est là qu'on s'est aperçu qu'il y avait plusieurs erreurs, et donc je vais vous présenter les différentes erreurs qu'on a trouvées et comment on a pu les résoudre. Donc le premier problème, c'est un problème qu'on appellera inversion IP, qui est en fait un problème d'inversion entre la source et la destination des flux réseau. Et donc on a ce premier problème-là. Un deuxième problème, c'est un problème de duplication du trafic réseau, c'est-à-dire que le trafic réseau est dupliqué dans les captures, et du coup, ça va générer des problèmes. Et enfin, le dernier problème, c'est un problème d'une attaque qui est juste mal étiquetée dans le jeu de données. Et donc, en fait, elle est étiquetée comme étant bénie, alors qu'en fait, l'attaque est présente. Donc, si on regarde plus précisément le problème d'inversion de direction des flux réseau. Donc, en fait, ce que fait CIC Flowmeter, c'est il regarde le premier paquet qui va voir pour une connexion réseau données. Et on sait que pour une connexion réseau TCP, on va voir le TCP handshake, donc qui consiste à émettre 3 paquets, le paquet SYN, SYNAC et ACK. Et donc en fait, en regardant le premier paquet qu'on voit, donc pour connaître le sens du flux réseau, on s'attend à utiliser le paquet SYN, et ça nous donne la direction du flux réseau. Par contre, ce qu'on voit, c'est que dans la capture réseau, en fait, les paquets sont pas ordonnés dans l'ordre temporel, si bien que le paquet SYN-ACK, par exemple, ici on voit à droite, il arrive avant le paquet SYN dans la capture, et CIC Flowmeter va pas vérifier ce qui se passe, il va prendre les paquets dans l'ordre, et c'est pour ça que du coup, le sens du flux réseau, ça va être le sens du paquet SYN-ACK, qui est l'inverse de celui qu'on souhaiterait avoir. Donc en fait, là, le problème, c'est juste un problème d'ordre des paquets dans la capture réseau.
Donc pour résoudre ce problème, on a utilisé l'outil ReorderCap qui permet juste de ordonner les paquets dans la capture de manière à ce qu'ils soient triés dans l'ordre temporel. Et également, on a proposé un correctif de CIC Flowmeter qui consiste en fait à vérifier que les entrées qui sont fournies à CIC Flowmeter sont bien valides. Sinon, le CIC Flowmeter affiche un message d'alerte à l'utilisateur. Donc très bien, on a résolu ce premier problème. Donc les paquets maintenant sont triés dans l'ordre temporel. Malgré tout, on voit on voyait encore des problèmes d'inversion de sens des flux réseau. Et là, le problème, c'est qu'on voit que donc, les paquets sont triés, mais malgré tout, le paquet SINA qui arrive avant le paquet SIN. Et donc là, c'est un problème plus profond. Ça veut dire qu'en fait, les paquets, ils n'ont pas été enregistrés dans le bon ordre. Donc là, le problème, c'est que, ok, ils ont été capturés dans le sens inverse, mais pour le corriger, donc soit on peut faire une correction manuelle, on pourrait essayer d'inverser les timestamps, etc. Mais c'est très fastidieux et très compliqué à faire. Donc là, on n'a pas corrigé ce problème-là. Par contre, au moment de l'étiquetage, on aura conscience qu'il y a des problèmes d'inversion du sens des flux réseau, donc problème d'inversion d'IP source et IP destination, par exemple. Donc quand on étiquettera le jeu de données, on fera attention à étiqueter dans les deux sens et pas seulement dans un sens. Ensuite, on a observé un deuxième problème, donc c'est un problème de duplication du trafic réseau. Donc en fait, ce qu'on s'apercevra plus tard, c'est qu'en fait, il y a un switch pour le réseau local qui est mal configuré et qui, en fait, lors de la capture du trafic réseau, va capturer les paquets en double. Et donc là, par exemple, on a un extrait d'un paquet où toutes les caractéristiques sont identiques entre les deux paquets. Il y a juste le timestamp entre les deux paquets qui est différent de 4 microsecondes. Et donc, c'est pas une retransmission, c'est vraiment de la duplication. On l'observe pour plusieurs autres paquets. Et pour bien comprendre, du coup, il faut regarder en fait l'architecture réseau qui est utilisée. Dans le jeu de données, il y a donc à gauche l'architecture du réseau qui est attaqué, à droite l'architecture du réseau de l'attaquant. Et donc la manière dont ils ont capturé le trafic, ils ont configuré le switch pour que les paquets qui sortent et qui entrent dans le réseau soient capturés, les deux. Si bien que par exemple, quand on a une requête d'une machine interne vers une autre machine interne, on va avoir le paquet qui va être vu en sortie et en entrée, et donc du coup il sera capturé en double. C'est pas donc le trafic interne, il est dupliqué, et au contraire, quand on regarde le trafic externe, par exemple une machine du réseau attaqué fait une recherche sur Internet, alors là le paquet il est juste vu lorsque le paquet sort du réseau et c'est tout. Donc là on n'a pas de duplication pour le trafic externe. Donc on a la duplication qui se produit pour le trafic interne et pas externe. Ok, donc on a ce problème de duplication. Donc là, pour corriger ce souci-là, on a utilisé l'outil EditCap qui va permettre, en fait, à partir d'une fenêtre temporelle donnée, de supprimer tous les paquets qui sont identiques au sein de cette fenêtre temporelle. Et du coup, expérimentalement, on a choisi la fenêtre de 500 microsecondes. On arrive donc au troisième problème qu'on a identifié, c'est en fait une attaque qui n'est pas présente dans les étiquettes, c'est-à-dire qu'elle n'est pas étiquetée comme étant une attaque, mais comme étant du trafic bénin. Donc en fait, c'était sur la journée du jeudi où on avait 22% de taux de faux positifs. Dans la documentation, il est précisé qu'il y a une attaque de type infiltration qui est réalisée. Et en fait, dans cette attaque d'infiltration, il y a une étape qui consiste à faire un scan de port. Et malheureusement, en fait, le jeu de données comprend quelques flux réseau qui sont étiquetés comme appartenant à l'attaque d'infiltration. Mais par contre, le scan de port qui avait lieu durant cette attaque-là n'a pas été étiqueté et tout le scan de port qui a été fait a été étiqueté comme étant bénin. Donc là, pour corriger ce problème, il fallait donc identifier tous les flux réseau qui appartenaient au scan de port qu'on a reconnu. Donc pour ça, on a utilisé les motifs suivants, c'est-à-dire qu'en fait, on va compter le nombre de paquets qui sont émis et le nombre de paquets qui sont reçus pour un flux réseau donné. Donc ce qu'on s'attend à observer pour le scan de port, c'est que la machine attaquante va émettre un paquet vers la machine qu'on souhaite scanner. Et en réponse, la machine qui est scannée va retourner ou non un paquet selon si le port il est ouvert, fermé ou filtré. Donc de cette façon, on a deux motifs qui ressortent, le motif un paquet émis, 0 paquet reçu, et le motif un paquet émis, 1 paquet reçu. En plus de ça, donc on a d'autres informations. À gauche, on peut voir qu'on connaît aussi l'adresse IP qui va réaliser le scan de port. On connaît aussi la période durant laquelle le scan de port est réalisé, et on s'appuie sur les motifs qu'on a trouvés précédemment. Et du coup, on obtient le nombre de scans dans le tableau à droite. Alors là, vous allez me dire, on retrouve pas les motifs que je vous ai présentés précédemment, et c'est normal parce qu'en fait, il y a un deuxième problème qui intervient, c'est le problème de duplication de trafic. Parce que le scan de port, il est interne, et du coup, tout le trafic interne, il est dupliqué. Donc là, on avait un paquet émis, un paquet reçu, par exemple, on a maintenant 2 paquets émis, 2 paquets reçus, et pareil, pour un paquet émis et 0 paquet reçu, on a le motif de 0.
Les deux autres lignes du tableau, en fait, ça va correspondre à des combinaisons de problèmes, le problème de duplication et le problème de timestamp incohérent. Où en fait, on va avoir par exemple deux paquets SYN, enfin un paquet SYN et deux paquets ACK, deux paquets fins, pardon, et au final, du coup, ça va faire le motif 1, 2, par exemple. Donc ça, c'est vraiment des combinaisons de problèmes. Au final, quand on comptabilise le nombre de scans de port qui sont réalisés par machine dans le réseau local, on a cette table-là. Donc, on a compté les flux réseau dans les deux sens, puisque rappelez-vous, il y a le problème d'inversion d'IP, et donc on obtient ces décomptes-là. Là, ce qui est rassurant, c'est qu'on voit qu'en fonction du système d'exploitation, on a des nombres de ports scannés qui sont assez similaires. Et donc ça donne confiance en la méthode qu'on a choisie pour étiqueter ce scan de port. Donc pour récapituler, on a vu qu'il y avait un problème dès la capture du trafic réseau, puisque on avait des problèmes de paquets qui étaient enregistrés dans le mauvais ordre. On avait des problèmes de capture réseau qui n'étaient pas triés dans le temporel. On avait les problèmes de trafic qui étaient dupliqués. Donc tous ces problèmes, c'est au moment de la capture qu'on les a identifiés. Du coup, ça produit une capture réseau qui est corrompue, enfin qui est imparfaite en tout cas. Ensuite, l'outil qui était utilisé pour extraire les caractéristiques réseau à partir de la capture, c'est CIC Flowmeter, mais celui-ci produisait des inversions d'adresse IP source et destination et les caractéristiques en source et en destination, si bien qu'en fait le fichier CSV qui contient les caractéristiques est lui aussi corrompu. Et aussi, il faut avoir en tête que en raison des duplications de trafic, les caractéristiques réseau sont doublées dans les valeurs. Et au-delà de ça, donc le script d'étiquetage qui est utilisé pour ensuite attribuer un statut à chaque flux réseau, il y avait une attaque, donc le scan de port qui n'était pas correctement étiqueté. Donc au final, les labels ne contiennent pas toutes les attaques qui ont été jouées. Maintenant, donc on avait conscience de tous ces problèmes-là. La question qu'on s'est posée ensuite, c'est quel était l'impact sur les modèles de détection d'intrusion. Donc, on a évalué en fait plusieurs modèles. On a évalué 4 modèles. Donc, ce sont des classificateurs qui sont couramment utilisés dans la littérature. Donc, des support vector machine, live-based classifier, et ensuite des corrélatoires et des arbres de décision. Donc, on a évalué ces 4 modèles sur la semaine. Donc, en fait, la semaine est constituée des attaques suivantes qu'on voit à gauche. Le scan de port qu'on a réétiqueté, donc il se trouve le jeudi en violet. On a divisé cette semaine-là en 2 jeux de données, un jeu d'apprentissage sur lequel on va apprendre les différents modèles et un jeu de test sur lequel on va tester les modèles. Donc on va obtenir les résultats suivants. Donc en fait, ce qu'on a mesuré ici, c'est le TPR ou le rappel, donc c'est la proportion d'attaques qui est correctement détectée. Donc si on a un rappel de 0, ça veut dire qu'on détecte aucune des attaques qui sont présentes. Au contraire, un rappel de 1, ça voudrait dire qu'on détecte complètement toutes les attaques qui sont présentes. Donc ce qu'on voit, c'est que quand le scan de port n'est pas étiqueté comme une attaque, les modèles parviennent à détecter presque toutes les attaques, sont très proches, le rappel est très proche de 1. Par contre, quand on va étiqueter correctement le scan de port comme étant réellement une attaque, à ce moment-là, on a une baisse du rappel d'environ 20%, ce qui est quand même non négligeable. Et on voit que les modèles qui utilisent des arbres de décision sont plus impactés par cette perte de rappel, et c'est sûrement parce qu'en fait, ces modèles-là vont plus surapprendre sur les données que les deux autres modèles. Donc, ce qu'on voit, c'est que l'attaque qu'on a réétiquetée correctement, finalement, elle n'est pas du tout détectée. Et donc là, on s'est posé une deuxième question, parce que si on regarde bien le planning des attaques qui sont jouées dans CICID 2017, il y a 2 scans de port qui sont réalisés. Donc, un premier qui était en fait le vendredi, c'est un scan de port externe, et ici, c'est un scan de port interne. Et donc, la question qu'on se pose, c'est pourquoi, en ayant appris sur le scan de port externe, on n'est pas capable de détecter le scan de port interne. Et en fait, la réponse, c'est encore une fois lié au problème qu'on a identifié précédemment, parce qu'on a vu que le trafic interne, il était dupliqué, alors que le trafic externe ne l'était pas. Et du coup, ça va faire que les caractéristiques réseau dans le scan de port interne vont être doublées, et en fait, les modèles n'ont pas appris à reconnaître ce type de trafic. Et c'est pour ça, en fait, qu'on a cette mauvaise détection sur le nouveau scan de port réétiqueté. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a refait la même expérience, mais en enlevant tout le trafic qui était dupliqué. Donc maintenant, les 2 scans de port, finalement, sont semblables, d'une certaine façon. Et on a remesuré le rappel. Donc là, on voit que le rappel, sans le scan de port, on détecte toutes les attaques. Et quand on réétiquette le scan de port, eh bien là, on n'a pas de perte de rappel, parce qu'en fait, tout le scan de port est déjà détecté. Donc ce qu'on peut conclure avec ces expériences-là,
c'est qu'en fait, le scan de port qu'on a ajouté était caché au modèle de détection d'intrusion du fait de la duplication du trafic réseau. Voilà. Si on regarde maintenant du côté du taux de faux positifs, parce que rappelez-vous, on avait beaucoup de faux positifs sur la journée du jeudi, bah en fait, ces problèmes-là, ils vont permettre aussi d'expliquer ce grand taux de faux positifs, parce que comme le modèle, les modèles en fait pouvaient déjà détecter le scan de port interne, comme c'était étiqueté comme quelque chose de bénin, alors quand c'est pas étiqueté comme étant une attaque, on a artificiellement plus de faux positifs. Au contraire, quand on réétiquette correctement le scan de port, alors là, ça baisse le taux de faux positifs puisque les attaques sont réellement étiquetées comme elles devraient l'être. Donc en conclusion, on peut tirer plusieurs apprentissages de ces différents problèmes et de l'impact que ça a sur les modèles. C'est qu'en fait, bah, si on apprend sur le trafic qui est irréaliste, les modèles qui sont appris ne vont pas être généralisables. On l'a vu, dès qu'on a un trafic qui change un peu de nature, les caractéristiques sont changées, bah, finalement le modèle ne sera pas du tout généralisable et on ne pourra pas l'utiliser sur une autre type d'attaque qui est similaire au sein même du même jeu de données, au sein même de la même architecture réseau. Donc ça pose des questions. Et aussi en termes d'évaluation des performances des détecteurs d'intrusion, on voit à quel point l'étiquetage est important pour essayer d'aller atteindre des taux de faux positifs faibles. Par exemple, si dans le passé, on avait un détecteur qui était parfait, alors on ne pouvait pas avoir un taux de faux positif inférieur à 2%. Parce que si le détecteur était parfait, alors on aurait souhaité qu'il détecte le scan de port qui n'était pas étiqueté comme tel, et donc on aurait dû avoir un taux de faux positif non nul. Donc déjà, malheureusement, les modèles qui avaient présenté des taux de faux positifs trop faibles, bah, peut-être qu'il y avait un peu trop de surapprentissage au niveau des modèles. En parallèle de notre travail, on a trouvé en fait un travail indépendant qui a été fait en même temps que nous. C'est le travail de Liu et associés qui en fait ont aussi identifié le scan de port en 2022. Donc l'attaque interne, ils l'ont aussi trouvé. Ils ont aussi donc été robustes face au problème de paquets désordonnés parce qu'en fait ils ont utilisé la version corrigée de CXC Flow Meter. Par contre, de leur côté, eux, ils ont trouvé d'autres attaques qui sont en fait inopérantes sur le restant de la semaine. En dehors de la journée du jeudi, on a des attaques qui ne fonctionnent pas. Et donc ça, eux, ils l'ont relevé. De notre côté, nous, on a trouvé la duplication du trafic que eux n'avaient pas soulevé. On voit aussi qu'en 2021, il y avait déjà plusieurs articles qui soulevaient des problèmes sur l'outil CIC Flow Meter ou sur des attaques qui étaient déjà inopérantes sur le jeu de données. En conclusion, du coup, je vous ai présenté tous les problèmes qu'on avait pu identifier dans le jeu de données, à savoir les outils qui étaient utilisés pour extraire les caractéristiques réseau, le problème d'étiquetage qui rendait l'évaluation des modèles vraiment imprécise. On a vu aussi qu'il y avait des erreurs dans la capture elle-même du trafic, avec la duplication du trafic et donc la mauvaise configuration de l'architecture réseau. On a vu aussi que finalement avoir des données qui étaient irréalistes en entrée, ça faisait que les modèles de détection n'étaient pas forcément généralisables et ça permettait aussi en fait ça empêchait d'aller chercher des taux de faux positifs qui sont plus faibles parce que les données sont en elles-mêmes pas assez précisément étiquetées. À l'avenir, on souhaiterait en fait fusionner les différentes propositions de correction qui ont été apportées. Comme on l'a vu dans le tableau précédemment, il y a plusieurs correctifs qui ont été proposés sur le jeu de données. Et donc, une des pistes de travail pour le futur, c'est essayer de fusionner toutes les solutions qui ont été trouvées pour avoir une base commune qui soit la meilleure possible pour continuer à travailler sur ce jeu de données qui, on l'a vu, est très souvent utilisé pour évaluer les détecteurs d'intrusion. Vous pourrez trouver du coup tous les détails des expériences et les nouveaux labels qu'on a proposés sur les liens ici. Et également, c'est le lien du GitHub, c'est celui de l'outil CXC Flow Meter qui est le plus à jour, auquel on a contribué et qui est maintenu par Gins Engelen. Merci pour votre attention.